Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, célébration ce vendredi de la journée mondiale dédiée à la liberté de la presse, une journée qui arrive au moment où les journalistes burundiens ne cessent de subir des persécutions, certains étant emprisonnés, d'autres tués. La police a ouvert le feu hier sur les habitants de la zone Vuviuko qui voulaient se faire justice. Résultat, une dizaine de personnes blessées, dont des enfants. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des personnes qui se sont retrouvées dans l'incapacité de subvenir aux besoins de leur famille suite aux difficultés que connaît la Braroudi. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la page sécuritaire où la police a tiré et blessé plus de 8 personnes ce jeudi en zone Vuviuko de la commune de Bubanza en province Bubanza. C'était lors d'une tentative d'empêcher la population à se faire justice contre un habitant soupçonné de sorcellerie. Le point avec Elvis Nyomonge. Vers midi, la journée de jeudi, demain, sur la colline Muhenga, en zone Vuviuko de la commune et province Bubanza, il s'est rassemblé plusieurs centaines de personnes. C'était des personnes en provenance de plusieurs coins du pays. Ces personnes s'étaient rassemblées sur cette colline après des informations faisant état d'un habitant de la localité qui était accusé d'avoir déterré des personnes mortes pour aller regarder chez lui. La population cherchait à se faire justice car la police est intervenue en tirant dans la foule, comme le témoigne un des habitants de la localité. C'était une personne qui était accusée de sorcellerie. Alors, la population a voulu se faire justice. Les policiers sont intervenus et avaient demandé à la population d'éviter de se faire justice, mais en vain. La population avait plutôt commencé à jeter des pierres sur la maison de cette personne. La police a insisté et avait demandé à la population de s'en aller, mais toujours sans succès. Alors, au lieu de tirer en l'air comme d'habitude, ils ont tiré sur la foule. La population trouve alors que les policiers auraient dû tirer à l'air pour faire peur à la foule sur place et la forcer de se disperser au lieu de la tirer dessus. La population se plaint. Elle se demande pourquoi la police a agi ainsi en tirant sur la foule alors qu'elle devait tout faire pour disperser cette foule. Elle se demande qui, entre la police et la population, a finalement mal agi. Selon la population locale, le bilan aurait été de 8 personnes blessées, mais selon un administratif contacté par la RPA, le bilan est de 2 personnes blessées. Une personne qui tentait de prendre de force le fusil d'un des policiers sur place et un autre qui était à côté de lui. Dans l'entretemps, la famille accusée de sorcellerie et sous la protection de la police, une commission qui avait été choisie pour entrer dans la maison de cette famille pour vérifier la véracité de ces accusations n'y avait rien trouvé. Elvis Nyomungiri, en page gouvernance, la stabilisation permanente, telle est l'une des mesures imposées par les autorités du pays et qui ont fait reculer le niveau de vie des citoyens. En effet, les mesures d'accompagnement promis aux éleveurs il y a 2 ans n'ont jamais été mises en place. Pour la plupart n'ont fait qu'enregistrer des pertes de pieds. Le point avec Eloge Divin, Rémiche. En ce qui concerne le suivi ou l'accompagnement du gouvernement dans la mise en application de cette politique, rien n'a été fait jusqu'à présent. Chaque éleveur a fait ce qui lui était possible. Nous avions été dressés comme des alvéolés jetés dans la rue. C'est l'un des éleveurs de bétail domestique qui se sont entretenus avec la RPA. Ils indiquent qu'aucune mesure d'accompagnement de la politique de stabilisation permanente ne leur a été présentée ou proposée par le gouvernement. La mise en exécution de la loi sur la stabilisation permanente a été décriée par plusieurs éleveurs qui disaient qu'elle était prématurée compte tenu de leur capacité à la respecter. Parmi les nombreuses questions soumises au ministère, qui est l'élevage dans ses attributions par des éleveurs, il revenait souvent celles liées au manque d'aliments pour bétail,
qui risquait de suivre une fois que cette politique était mise en exécution. Le ministre Deogide Lulema, qui avait dans ses attributions l'élevage, les avait tranquillisés en leur disant, je cite, « Il est prévu de créer des unités de fabrication des aliments du bétail afin d'arriver à l'augmentation de la production. Et cela se fera à travers les coopératives collinaires. » Fin de citation. Le ministre venait de faire une réunion avec des cadres et vétérinaires communaux au mois d'août 2021. Une promesse qui n'est toujours pas tenue dans pas mal de localités. Après plus de 2 ans, se lamentent des éleveurs dont nous sommes entretenus. Les économies des citoyens ont été ainsi touchées par cette loi de stabilisation permanente. Les éleveurs des individus exerçant des activités liées à l'élevage ont été tous touchés par cette mesure et ont enregistré d'énormes pertes, comme le témoigne cet éleveur. Au niveau du marché du bétail, il ne se remarque plus assez de vaches parce que plusieurs ont été vite vendues dès que la mesure a été dictée et des pertes ont été beaucoup enregistrées. Avant, un éleveur pouvait vendre son bétail pour envoyer un enfant à l'école ou subvenir à un autre besoin, mais il est difficile ces derniers temps de le faire vu que nous les avions presque tous vendus. Aussi, concernant les vaches, on était à mesure de vendre du lait et ainsi gagner de l'argent, mais cela s'est arrêté. Sans oublier aussi que ceux qui avaient des cafétérias qui ont vu leur commerce être perturbé. Pour rappel, la loi exigeant l'élevage en stabilisation permanente avait été promulguée en 2018, mais sa mise en exécution date du mois d'octobre 2021. Dans nos éditions ultérieures, nous allons revenir sur d'autres mesures imposées par le régime CNDD-FDD au Burundais, lesquelles mesures ont été considérées par plus d'un comme des mesures arbitraires visant à appauvrir les Burundais. Le 3 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse, une journée qui arrive au moment où 2 femmes journalistes sont incarcérées au Burundi. Il s'agit de Sandra Muhoza, arrêtée le mois dernier, et de Floriane Irangabiye, qui vient de passer près de 2 ans en détention. Émile Nibasumba. Sandra Muhoza vient de passer 3 semaines en détention. Après son arrestation à Ngozi le 13 avril dernier, la journaliste du média en ligne La Nova a passé environ 1 semaine dans les cachots du service national de renseignement avant d'être transférée dans la prison centrale d'Omhimba à Bujumbura. La journaliste Sandra Muhoza serait victime de son intervention dans un groupe WhatsApp sur les informations évoquant une distribution de machettes aux Imbonerakure dans le pays. Le 25 avril, l'organisation Reporters sans frontières a dénoncé une arrestation totalement arbitraire et a demandé aux autorités burundaises de la libérer immédiatement. Avant Reporters sans frontières, 5 organisations burundaises ont réclamé la libération de Sandra Muhoza, la Maison de la Presse, l'Association burundaise des femmes journalistes, le Réseau burundais des journalistes environnementalistes du bassin du Nil, l'Association burundaise des radiodiffuseurs et le Réseau des journalistes pour le développement humain durable ont rappelé aux autorités que le gouvernement avait l'obligation de respecter et faire respecter le droit de liberté d'expression. En plus de Sandra Muhoza, une autre femme journaliste vient de passer près de 2 ans en prison au Burundi. Il s'agit de Floriane Irangabiye qui a écopé de 10 ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le 15 février dernier, la Chambre de cassation de la Cour suprême a annoncé qu'elle avait rejeté le pourvoi et la peine de 10 ans de prison décidée par la Cour d'appel de Bujumbura a été maintenue. Depuis son arrestation le 30 août 2022 en provenance du Rwanda, de nombreuses organisations des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent une détention illégale n'ont cessé de réclamer la libération de la journaliste de la radio Igicaniro, Floriane Irangabiye. Émile Nibasumba, à ce propos, l'Union burundaise des journalistes lance un appel pressant au gouvernement et à ses institutions judiciaires de couper court avec l'injustice et l'oppression organisée à l'endroit de ces 2 mères d'enfants. Alexandre Niungeko, président de l'UBJ, demande au gouvernement CNDD-FDD de cesser de remuer le couteau dans la plaie de la presse burundaise après l'assassinat macabre de Christophe Ngezabahidzi et sa famille entière, ainsi que la disparition forcée de Jean Bigirimana. Suivez.
La célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse nous rappelle la responsabilité des gouvernements à respecter leurs engagements pris en faveur de la liberté de la presse, un domaine dans lequel le gouvernement burundais a encore un chemin à faire si on se réfère à la situation de la presse au Burundi. Il s'agit de rappeler ici l'emprisonnement de deux femmes journalistes pour des motifs fallacieux qui n'ont d'autre visée que d'empêcher les professionnels des médias à faire leur travail et de faire taire toute voix dissonante. Pour un commentaire dans un groupe WhatsApp, la journaliste Sandra Muhoza du journal en ligne La Nova a été emprisonnée à la prison centrale d'Omimba, Bujumbura, le 18 avril, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État et aversion ethnique. Elle a rejoint en prison Florian Ilangalie qui croupit dans la prison de Bubanza, au nord-ouest du Burundi depuis 2 ans déjà. Florian a été condamné à 10 ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Cet autre journaliste et responsable des médias ont été condamnés à perpétuité par la Cour suprême le 23 juin 2020 pour leur supposée participation dans le coup d'État de 2015. Ces emprisonnements et condamnations sont un signe fort envoyé à tous les professionnels des médias au Burundi qui, depuis la crise de 2015, travaillent la peur au ventre et qui, pour leur survie, se sont imposés une autocensure pire que la censure à laquelle le gouvernement les soumet. Il a renforcé ce climat de terreur qui paralyse les professionnels des médias et les empêche d'accomplir leurs tâches et limite dans leur liberté d'informer. Si, comme disait Albert Camus, un pays vaut souvent ce que vaut sa presse, la liberté de la presse reste en l'heure dans un pays où plus de 170 journalistes se sont exilés pour fuir les exactions du régime CNDD-FDD au moment où d'autres ont été assassinés. L'Union burundaise des journalistes saisit cette occasion pour rendre hommage à 2 journalistes, Christophe Nkezabahizi, caméraman à la télévision nationale du Burundi, assassiné avec toute sa famille le 13 octobre 2015, et Jean Bigirimana, journaliste au groupe de presse Iwacu, porté disparu depuis le 22 juillet 2016. L'Union burundaise des journalistes condamne le déni de justice pour ces 2 journalistes et l'indescriptible souffrance à laquelle leurs familles sont soumises en attendant toujours la vérité, plus de 8 ans après les faits. Nous en appelons plus particulièrement à l'appareil judiciaire de se ressaisir pour qu'enfin les coupables soient identifiés et punis conformément à la loi. Nous demandons encore une fois au gouvernement burundais de permettre l'exercice de la profession conformément à la Constitution et aux engagements internationaux auxquels le Burundi a souscrit. Quant à l'ONG Olicom, elle dénonce la pratique de museler la presse pour que les abus et exactions commis par le pouvoir CNDD-FDD en place n'éclatent pas au grand jour. Suivez Gabriel Oufsili, il est le président de l'Olicom. L'Olicom a voulu revenir sur la situation de la liberté de la presse au Burundi. Cette journée arrive au moment important où le Burundi est dans la période de préparation des élections de 2025 et de 2027. Une période qui n'a pas été pour la presse burundaise dans le passé facile. C'est pendant cette période où on a souvent assisté à la modification de la loi de la presse au Burundi, visant à limiter la plupart des fois la presse a accédé à l'information et à la diffuser. Cette journée arrive aussi au moment où 3 journalistes burundais sont en prison, dont entre autres Florian Ilangalie de la radio Igicaniro, Kenny Claude Nduwimana de JC TV et Sandra Muhoza du journal en ligne La Nova. À côté de ces 3 journalistes en prison, il y a plus de 100 journalistes qui sont en exil, dont certains sont sous mandat d'arrêt internationaux avec l'image que sera donnée au pays à l'international. D'où le gouvernement du Burundi, plus particulièrement le président de la République, qui a programmé jamais sans les médias, devrait engager des mesures d'allègement de cette situation. À cela s'ajoute l'approbation du nouveau code électoral par l'Assemblée nationale et le Sénat du Burundi, contenant des articles contraires à la liberté de la presse, notamment celui qui interdit les médias à publier les résultats obtenus dans les bureaux électoraux. Malgré l'abondance des journaux au Burundi, l'Olicom s'inquiète de la qualité des informations diffusées. Ainsi, l'Observatoire assiste à l'absence de journalisme et d'investigation, à l'absence de débats contradictoires, à l'absence des autorités qui ne voudraient pas entendre dans les oreilles l'existence d'une loi portant accès à l'information publique. Aussi, l'Olicom assiste à l'autocensure des journalistes qui évitent de traiter
les informations relatives au détournement des fonds publics. En fait, étant donné que l'accès à l'information est un droit de chaque citoyen burundais et compte tenu des traités et conventions ratifiés par le Burundi, l'ORICOM recommande ce qui suit au gouvernement du Burundi. Libérer provisoirement les 3 journalistes emprisonnés afin qu'ils soient poursuivis état libre. Que les journalistes accèdent à toute information comme le garantit la Constitution burundaise et les traités de convention que le Burundi a ratifiés. Annuler tous les mandats d'arrêt qui pèsent sur certains journalistes en exil afin d'asseoir le climat d'apaisement en vue d'aller dans les élections inclusives, transparentes et apaisées. Il en est de même pour d'autres groupes comme la société civile et autres. Quels représentants du gouvernement et du parti au pouvoir participent dans les émissions de débats contradictoires afin de garantir le principe de redevabilité. Ici, nous le signalons parce que nous voyons souvent que les représentants du parti au pouvoir et les représentants du gouvernement ne participent plus dans les débats organisés par les médias privés. Du côté de la PARSEM, il trouve qu'il y a quelques défis à relever pour que le rôle de la presse contribue dans le développement du pays. Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM, se focalise essentiellement sur la stratégie de communication des mandataires politiques à travers la gestion de la chose publique. Il demande également que les médias soient dotés des moyens suffisants. Suivez plutôt le président de la PARSEM, Faustin Ndikoumana. C'était au cours d'un point de presse animé ce vendredi. La presse constitue le rempart plus important de la gouvernance de la lutte contre la corruption. Dans un pays où il y a une presse libre, c'est un pilier qui soutient le renforcement démocratique, le renforcement de la gestion transparente de la chose publique et renforce aussi les relations entre les citoyens et le gouvernement à travers une redevabilité digne de son nom. C'est pour cela que PARSEM a voulu rappeler certains défis sur lesquels il faut jouer pour que la liberté de la presse, que le rôle de la presse soit déterminant dans le développement de notre pays. D'abord, il faut une stratégie de communication des politiques publiques. Il faut que les acteurs politiques renouent avec la pratique de communiquer à la population sur la gestion de la chose publique. Il y a une tendance toujours à garder le silence par rapport au rôle des mandataires politiques, par rapport aux missions qui leur sont assignées à travers la gestion de la chose publique. Ils devaient venir participer dans les débats pour informer la population. La loi d'accès à l'information aussi reste problématique parce qu'elle n'a pas encore été promulguée. La presse n'est pas encore aujourd'hui au service de la bonne gouvernance à travers un journalisme d'investigation pour dénoncer les actes de corruption, de malveillance économique et de violation des droits de l'homme. Il faut aussi, à travers la loi des finances, que le gouvernement puisse faire un effort pour tenir financièrement les médias afin qu'ils puissent jouer ce rôle primordial dans le développement économique de notre pays. Quant à la nouvelle loi régissant la presse, il faut que ce soit une loi qui consacre la liberté de la presse pour que les journalistes soient un métier d'espoir pour la réconciliation de notre pays, pour informer la population, créer une dynamique de réconciliation nationale, un cadre qui servira de creuset pour fondre toutes les tendances partisanes à travers le fonctionnement des médias. Je vous le disais en titre, les conséquences liées à la pénurie des produits Braroudi commencent à se faire sentir. En mairie de Bujumbura, les travailleurs qui exercent dans les bars et les dépôts de ces produits Braroudi sont en train de se faire renvoyer, une situation qui met à genoux les familles qui dépendaient de ces activités. Le point avec Eric Nyondema. Plusieurs cabarets et dépôts des produits Braroudi en mairie de Bujumbura travaillent au ralenti ou ne travaillent plus du tout depuis un certain temps. Tant les boissons ont tari que les employés de ces maisons passent la journée à cause. Cette situation met en mauvaise position les propriétaires de ces maisons. Comme solution, la plupart commencent à renvoyer un bon nombre de leurs employés. C'est vrai, ils ont déjà commencé à renvoyer les travailleurs. Les patrons disent qu'ils ne sont pas approvisionnés en produits de la Braroudi. Ils disent que comme il n'y a pas les boissons de la Braroudi, ils ne peuvent pas trouver de quoi payer les employés. Pour cela, ces patrons obligent les employés de rentrer tout en promettant de les rappeler dès qu'il y aura des blocages de cette situation. Alors, nous ne pouvons pas discuter. Les employés n'ont pas d'autre choix,
que de rentrer. Il s'agit de ceux qui travaillent dans les bars et les dépôts de la Blaroudi. Tout cela est dû au dysfonctionnement de la Blaroudi qui ne produit pas de boissons. Mais quant à les employés qui sont en train d'être renvoyés dans les bars et différents dépôts Blaroudi, demandent au gouvernement de résoudre ce problème. Il demande au gouvernement de prendre au sérieux ce problème et surtout de donner les devises à la Blaroudi afin qu'ils reprennent la fabrication de ces boissons les plus sollicitées par les Burundais en premier et tous les étrangers habitant au Burundi. Habituellement, beaucoup de familles sont dans la misère à la suite du renvoi de plusieurs employés de ces maisons. Pour certains, c'est grâce à leur travail dans les bars qu'ils parviennent à payer les loyers, d'autres les frais scolaires de leurs enfants ainsi que ceux de santé. Toutes ces personnes vivaient de leurs activités de vente de boissons Blaroudi. La pénurie des produits Blaroudi s'accentue du jour au lendemain, aussi bien en mairie de Bujumbura que dans les provinces. Merci à toi Eric Niyonzima. Restons toujours dans la capitale économique Bujumbura pour parler cette fois-ci de la paralysie de tous les secteurs suite à la pénurie du carburant. Dans le secteur du transport en commun par exemple, les moyens de déplacement sont devenus un véritable casse-tête à Bujumbura. Les parkings sont presque vides, aussi bien pour les différentes zones de la mairie de Bujumbura que pour les véhicules qui se rendent à l'intérieur du pays, et les rues sont pleines des gens qui se déplacent à pied. Le point avec Dani Claire, il a trouvé. Bujumbura, la capitale économique, vient de passer un certain moment dans une certaine tranquillité. Les rues sont presque désertes. Une situation qui ferait peur aux nouveaux venus dans la capitale qui se demanderaient pourquoi cette situation. Les véhicules sont rares dans les rues. Les parkings, aussi bien celui des bus se rendant au nord de la capitale que celui des bus se rendant au sud, sont quasi désertiques. La situation est identique aux parkings des bus qui se rendent dans les provinces. Les quelques personnes que l'on peut retrouver à ces parkings sont ceux qui ont des problèmes particuliers. Les autres préfèrent rentrer directement à pied. Plusieurs véhicules sont garés aux différentes stations-service et se trouvant en mairie de Bujumbura. C'est dans l'espoir qu'ils pourront un jour être servis en carburant. Les chauffeurs de ces véhicules sur ces stations passent leur journée à somnoler dans leurs véhicules, alors que les autres préfèrent tuer le temps en jouant aux cartes. Être en retard, aussi bien pour les élèves que pour les travailleurs, est devenu une règle. Les bus scolaires ont suspendu leur service. Les propriétaires ont demandé aux parents de se débrouiller. La situation causée par la pénurie du carburant cause alors la panique au sein de la population. Elle craint la paralysie dans tous les secteurs de la vie du pays et la population demande au gouvernement de chercher à tout prix à débloquer cette situation. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de ma consoeur Dani-Claire Ilatkoumva que prend fin le journal en français de ce vendredi 3 mai 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzanedza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.